Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre webinaire qu'on a intitulé « Accélérer sa transformation, mieux diffuser sa donnée pour atteindre ses objectifs RSE ». Nous sommes vraiment ravis de vous compter parmi nous ce matin. Alors, me concernant, pour me présenter rapidement, je m'appelle Hugo Desjardins et je suis en charge du développement pour Open Datasoft de l'ensemble des solutions liées au partage et à la diffusion des données ESG chez nos clients. Donc voilà, concrètement, j'interviens sur la réalisation et l'accompagnement de nos clients sur ce sujet. Open Datasoft, vous nous connaissez, on est et pour ceux qui nous connaissent moins, on développe une solution de publication de données ou comment rendre l'information plus accessible pour aussi bien sur les aspects internes et les collaborateurs de l'entreprise que sur les objectifs de partage à l'externe d'informations à l'externe des entreprises. Alors, je suis ravi aujourd'hui d'être accompagné par un panel dont on est très très fier, donc en présence notamment de Sylvain Lambert de chez PwC France. Bonjour Sylvain. Bonjour à tous. De Antoine Giros de chez Bureau Veritas. Bonjour Antoine. Et de François-Xavier Morvan de chez Kering. Bonjour François-Xavier. Bonjour à tous. Alors, avant d'entrer plus en détail dans les présentations, rapidement quelques informations sur cette session. Alors, les interventions vont durer 35 minutes, donc et un temps d'échange est prévu à l'issue de chaque intervention. Donc voilà, on prévoit 10 minutes pour échanger avec les participants. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et on y répondra au fil de l'eau à l'issue de chaque intervention. Alors, tout au long de la discussion aussi, on vous partagera dans le chat les adresses vers des portails de partage de données qui sont pour certains accessibles publiquement et que vous pourrez consulter, qui aura le mérite de pouvoir illustrer et concrétiser certains aspects de la discussion. Alors d'abord, je vous propose de faire un petit tour de table. Est-ce que, encore une fois, merci François-Xavier, Sylvain et Antoine de vous joindre à nous pour cette session. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer votre rôle au sein de vos organisations respectives? François-Xavier? Oui, bien sûr. Et merci pour l'invitation, Hugo, et à toute l'équipe. Et donc, ravi d'être avec vous ce matin. Donc, moi, je suis François-Xavier Morvan et je suis responsable de la mesure et du suivi de la performance environnementale pour le groupe Kering. Sylvain? Oui. Il y a un gros bruit de fond, mais bon, voilà, je pense que c'est coupé. Écoutez, bonjour à tous. Donc, je suis Sylvain Lambert, je suis associé chez PwC et j'ai fondé l'équipe de conseil en développement durable il y a près de 30 ans. Et aujourd'hui, je co-anime cette activité de conseil en développement durable avec mon associé Émilie Bobin. Antoine Giros, on a visiblement un petit souci pour le fond sonore. Alors, voilà, ça semble résolu. Presque. Alors, l'effet live. On regarde à quoi c'est dû. Antoine, on essaye? Alors, rien. De micro de l'autre côté, je pense, Antoine. Je vous propose qu'on commence avec vous, Sylvain. Avec plaisir. Alors, vous êtes donc un expert donc de l'ensemble des sujets liés à la RSE et donc avec une expérience sur la façon dont cette thématique se décline dans la stratégie des entreprises.
Si on prend un peu de recul, on voit que cette stratégie de développement durable, enfin, cette question du développement durable, elle a d'abord été prise comme un sujet un petit peu annexe dans la stratégie des entreprises. Plus récemment, on a vu beaucoup d'acteurs qui ont porté les réflexions sur la façon justement d'aligner ces enjeux avec leur modèle d'affaires et leur cœur de business. Et on connaît aujourd'hui les difficultés rencontrées par un certain nombre d'acteurs pour identifier vraiment véritablement les impacts liés à leur activité, la façon de les mesurer et surtout la façon d'en rendre compte auprès des différentes parties prenantes. Donc voilà, avec une attention très particulière sur les aspects méthodologiques de tout ce processus. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur l'ensemble de ces sujets ? On en est à un moment assez particulier, comme vous le disiez. C'est un sujet qui a commencé à monter en puissance il y a près de 30 ans, mais réellement accéléré depuis une dizaine d'années. Et aujourd'hui, on est à la confluence d'une accélération sociétale et donc réglementaire. Et on peut tourner dans un autre sens, j'aurais pu dire une accélération réglementaire et donc sociétale. Je dirais le niveau de confiance collectif dans de nombreux pays dans le monde a énormément évolué et le corollaire de tout ça, c'est que le niveau réglementaire est en train d'évoluer de façon colossale. Je vous en donne un exemple. Joe Biden a été élu aux États-Unis. Vous avez vu qu'une de ses premières choses, c'est de remettre les États-Unis dans l'accord de Paris et se prépare sur le continent américain un plan en matière d'information extra-financière considérable, à peu près à la hauteur, et un plan réglementaire qui est aujourd'hui aux mains des autorités, en particulier l'autorité des marchés, la SEC. Et c'était dans le programme de Biden. Et si c'était dans le programme de Biden, il y a deux raisons possibles. Peut-être que Joe Biden est extrêmement engagé sur les questions de développement durable, ce qui est une option. Et l'autre, éventuellement aussi, c'est que Joe Biden a fait une analyse contraire à celle de Donald Trump, qui était que pour être élu, il y avait des aspirations suffisamment fortes aux États-Unis sur ces questions, contrairement à ce que pensait Trump. Résultat, il a été élu. Donc, il est élu, il met en œuvre captation d'aspirations sociétales, il met en œuvre son programme, donc de la réglementation. Et en Europe, on a une vision politique de l'Europe qui est de construire une économie européenne durable et neutre en carbone en 2050. Et avec cette vision qui est de dire, pour transformer l'économie, on va d'abord transformer la finance. Et ça s'appelle le plan européen pour la finance durable. Et là, ce sont tous les textes qui sont en train de sortir. Donc, si vous voulez, on est à un moment vraiment particulier où, après des années de montée en puissance, on l'a vu à la fois dans les effets générationnels, dans les effets consommateurs. On a sorti une étude mondiale consommateur au mois de mai, donc qui prend en compte les effets Covid. Et on voit l'explosion, mais l'explosion considérable, des attentes en matière de consommation responsable, sachant que les consommateurs derrière responsables peuvent mettre des tas de trucs, du local, du de saison, puis ça va dépendre de ce que l'on achète, si on achète du digital, de l'alimentaire, du textile, et surtout ce qu'on voit aussi, au-delà de cette explosion, et les croissances sont vraiment extrêmement importantes, c'est la réduction extrêmement forte des attentes des consommateurs. Pour ceux qui disent, nous, les questions de développement durable ou de RSE, on s'en moque complètement dans nos choix d'achat. La part, pendant longtemps, est restée entre 10 et 15%, et là, depuis 2020, elle est stabilisée à moins de 5%. 2019, elle est arrivée à 7%. 2020, 2021, début d'année, elle est à 5 et 4%. Donc, la part d'irréductible est vraiment réduite et la part des gens qui s'intéressent à ça augmente. Donc, on a une évolution importante. Et ce qu'il faut avoir conscience, c'est que cette évolution, les entreprises la vivent, parce qu'un consommateur, c'est aussi un salarié ou un dirigeant. La réglementation, elle va toucher les entreprises. Et on est dans ce moment-là où, quelle que soit la plaque économique dans laquelle on est, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis, on va dire l'Amérique du Nord, mais même l'Asie, aujourd'hui, la question elle est vraiment dans le champ du régulateur et de la société civile. Ça veut dire que ce qu'on observe aujourd'hui, nous, c'est que dans ce cadre-là, l'entreprise est en train de se redéfinir, en tous les cas de se chercher. Si on fait un exercice simple, qu'on regarde on prend le CAC 40 et on prend les raisons d'être pour les entreprises qui sont données des raisons d'être, quand bien même on n'est pas dans le cadre de la loi Pacte. Ces raisons d'être, aucune n'est 100% business, elles font tout le lien entre, on va dire, le quotidien ou le métier de l'entreprise et les enjeux ou les conséquences sociétales de l'activité, et en particulier les bénéfices sociétaux qu'une entreprise voudrait voir impactés sur la société grâce à son activité. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, quand une entreprise se définit de façon résumée et courte, qu'elle se définit très clairement, eh bien, elle se donne une sorte de rôle sociétal qu'elle n'avait pas avant. Au début des années 2000, l'entreprise disait on est là pour être responsable, mais si je caricature, sauver le monde, c'est l'affaire des États. Aujourd'hui, clairement, les entreprises d'elles-mêmes
nous disent on prend notre part de l'intérêt général, on le souhaite. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui résume ça, il n'y aura pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd. Ça veut dire qu'il est de même de mon intérêt économique de me préoccuper de mon écosystème, voire d'aller plus loin que mon écosystème, parce que si mon écosystème et l'écosystème global dans lequel j'opère se dégrade, quid de mes investisseurs, quid de mes clients, quid de ma capacité à recruter, et l'entreprise devient donc un acteur important, on va dire, face à ces enjeux, qui ne se contente pas d'agir en responsabilité, mais qui agit aujourd'hui en impact. Et si l'entreprise, et j'en terminerai par là, est en train de se redéfinir avec un rôle et une vision beaucoup plus élargie de son rôle, mais qui correspond à la fois aux attentes qu'on a pour elle, quid de sa performance? Et est-ce que la performance qui a été très longtemps centrée sur le financier, même si l'extra-financier, d'ailleurs on l'a appelé l'extra-financier, est apparu à ses côtés, est-ce que la notion de performance ne va pas évoluer? Nous sommes convaincus que la notion de performance va vraiment évoluer dans deux dimensions, temporelle et thématique. Aujourd'hui, même si on a une performance extra-financière, on pense d'ailleurs, comme le montre ce que font les grandes agences de notation financière, alors on pourra le regretter parce que ce sont la fuite des agences de notation extra-financières qui étaient toutes européennes, qui sont parties désormais aux États-Unis, puisque c'est Moody's et Standard & Poor's qui ont racheté les deux plus grandes agences de notation extra-financière. Mais en tous les cas, Moody's et Standard & Poor's, qui étaient l'alpha et l'oméga de la notation financière, aujourd'hui intègrent complètement la notation extra-financière dans une logique in fine de ne donner qu'une seule note. Donc nous pensons vraiment que au plan temporel, la notion de performance va évoluer. Aujourd'hui, elle est très tournée sur les résultats. D'ailleurs, on a eu les assemblées générales, la publication des résultats. Demain, nous pensons qu'au-delà des résultats financiers, on aura des éléments prospectifs, et notamment, c'est ce que le Covid ramène, le temps long, le regard vers demain, puisque le demain est de plus en plus complexe. Donc, la notion de prospective, de regard à plus long terme, va faire partie des éléments de performance. Ils feront même partie d'éléments qui feront peut-être l'objet d'un audit externe, avec un niveau d'assurance différent des comptes, parce que la prospective, c'est un peu aussi de la boule de cristal. Donc ça, c'est l'évolution temporelle, et une évolution thématique, plus latérale, c'est-à-dire qu'au-delà de la comptabilité et de la finance, ce qu'on appelle aujourd'hui l'extra-financier pourrait rentrer encore plus profondément dans la notion de performance. D'ailleurs, on voit de plus en plus de directions financières s'emparer de ces sujets, parce que c'est d'abord un sujet qui est publié avec les comptes, parce que c'est un sujet qui a dépassé le tick the box, si vous me passez l'expression, des investisseurs, et qu'aujourd'hui, il va être compliqué de se financer, de lever de la dette, de lever de l'equity, sans donner de la démonstration ESG, et parce que c'est aussi un sujet qui est directement lié à la valorisation des entreprises, à la valeur des entreprises. Donc les directions financières montent très fortement sur ces questions, et si je vais même encore plus loin, ça c'est une conviction qui nous est propre après WC, donc on peut être totalement pas du tout d'accord, mais en tous les cas je partage cette conviction. Nous pensons même qu'à 10 ans, la comptabilité va évoluer. C'est-à-dire, je ne parle pas d'une comptabilité verte ou d'initiatives qui existent aujourd'hui. La comptabilité telle qu'on la connaît. D'ailleurs, nous avons investi avec L'Oréal et Danone dans une chaire à Audencia qui pense la comptabilité à 10 ans, les normes comptables à 10 ans. Et quand on tire le trait des évolutions réglementaires européennes sur l'évolution des standards, etc., eh bien, effectivement, on va vers probablement une redéfinition de cette notion de performance. Et ça veut donc dire que ce qu'on appelle aujourd'hui la donnée extra-financière, elle va devoir évoluer en qualité, disponibilité, suivi, contrôle, pour arriver au même niveau que la donnée financière, qui, elle, aura mis plus d'un siècle et demi à arriver à ça, avec des infrastructures très fortes dans les entreprises, du contrôle interne, de l'audit externe, des directions financières, enfin, ce que n'a pas encore la donnée ESG aujourd'hui, avec des équipes plus petites. Et ce qu'on va attendre de cette donnée-là, qui sera au cœur de la performance, eh bien, ce sont les mêmes critères. Donc voilà où on en est aujourd'hui, un moment particulier, un moment d'accélération sociétale, un moment de pression réglementaire, et cette pression réglementaire multicontinent, on va la vivre pendant les 5 à 7 prochaines années. En tous les cas, quand on voit les plans qui se déploient, c'est assez compliqué, mais si on se projette au-delà, on est dans un champ, si on se souvient de l'objectif numéro 1 de la stratégie européenne sur la finance durable, ça va tout expliquer, c'est allouer les capitaux aux activités durables. Ça veut dire en gros, pas de RSE, pas d'argent. C'est une caricature extrême que je fais, mais au moins tout le monde comprend ce que je veux dire. Voilà un peu le regard qu'on peut faire aujourd'hui, Hugo. Merci beaucoup Sylvain pour ces informations. Est-ce que, avant de passer au retour d'expérience de François-Xavier chez Kering, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Pas encore. Bon, on aura encore d'autres temps pour échanger. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Donc,
Encore merci Sylvain. Maintenant que le cadre est posé, je vous propose donc d'entendre du coup la stratégie et la mise en œuvre assez très ambitieuse, en tout cas assez unique, qui est portée par Kering et l'équipe de François-Xavier sur les sujets ESG. Alors, bien sûr, on voit dans ces démarches de façon classique la problématique de la cartographie, de la collecte des données ESG, de la définition des indicateurs de performance, hein, mais peut-être un petit peu moins habituellement la façon de rediffuser cette donnée, sous quelle forme, auprès de qui, au sein de l'entreprise pour les équipes, mais également potentiellement pour des parties prenantes externes. Je crois, François-Xavier, vous avez entrepris une démarche qui est assez singulière en démarrant finalement votre collaboration avec nous, mais plus largement sur la RSE avec un projet de partage de données vers l'externe, avant de vous consacrer finalement à une meilleure diffusion de ces données pour les collaborateurs du groupe Kering. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur voilà, le cheminement et la façon dont vous avez articulé ces deux étapes? Oui, avec plaisir. Merci Hugo. Et merci Sylvain. Effectivement, Sylvain l'a super bien présenté. Aujourd'hui, en tant qu'entreprise, on est confronté à un contexte réglementaire qui est de plus en plus exigeant, à la fois sur la notion de transparence, sur sa performance extra-financière, et à la fois sur le niveau de détail attendu, donc vraiment sur la granularité des informations qu'on va devoir être en capacité de produire en tant qu'entreprise. Et donc, une fois qu'on est en capacité de produire tout ça, se pose la question du partage. Donc, comment partager ces informations-là en répondant d'une part à ces obligations réglementaires qui évoluent au fil du temps, et à la fois en répondant aux demandes de certaines parties prenantes, et en particulier les investisseurs, et là encore, Sylvain l'a bien décrit, les investisseurs qui aujourd'hui vont être de plus en plus demandeurs par rapport à ces informations-là, puisqu'ils vont l'utiliser en fait pour évaluer, pour scorer la performance ESG dans les différentes entreprises, et donc prendre ça en compte en fait dans leurs décisions d'investissement. Et donc, c'est vrai que d'un point de vue entreprise, il faut développer des outils en interne qui permettent du coup de produire cette information-là. Donc, comment je vais mesurer mon empreinte environnementale pour être capable de diffuser l'information en externe. Il faut aussi que ce soit utile pour l'entreprise, pour piloter sa performance, pour prendre des décisions, pour créer sa stratégie par rapport à ça. Et puis, encore une fois, la diffusion. Voilà. Quels outils on va utiliser pour diffuser ces différentes informations-là. Donc, si on se concentre sur le cas de Kering, alors on a la chance en fait d'avoir mis en place un outil qui s'appelle un compte de résultat environnemental. Et là encore, comme Sylvain le disait, on voit vraiment ce mouvement de convergence entre la donnée financière et la donnée qu'on appelle encore extra-financière, mais qui est in fine financière, donc cette donnée ESG sur sa performance environnementale, sociale et de gouvernance. Et donc cet outil au sein de Kering, donc c'est quelque chose qu'on a déployé depuis 2012, et qui permet vraiment de mesurer notre empreinte environnementale, pas seulement relative à nos activités, mais vraiment à toute la chaîne de valeur. Donc c'est à la fois sur les impacts amont de la supply chain, mais aussi sur les impacts aval qui vont être liés à l'usage à la fin de vie de nos produits. Donc, on a cet outil qui permet donc de mesurer cette empreinte environnementale, et puis encore une fois, convergence financière, extra-financière. Une fois qu'on a nos indicateurs environnementaux, on va monétiser ces impacts environnementaux pour être justement dans un exercice vraiment de comptabilité et avoir tous ces impacts sous une seule valeur qui est en euros, qui est donc plus facile à gérer au sein d'une entreprise. Donc ça, c'est l'outil. Voilà. L'outil interne, on l'a, et il est là. Il permet de répondre à cette première obligation. Et ensuite, la diffusion. Effectivement, il y a 3 ans, on a fait le choix d'utiliser la plateforme ODS pour mettre en place finalement une plateforme open source qui permettait de diffuser nos informations IPNL, donc notre impact environnemental, pour vraiment répondre à cet enjeu de transparence
Mais pour aller plus loin aussi, parce qu'aujourd'hui, l'IPNL, on va beaucoup plus loin que la contrainte réglementaire. On est vraiment dans une démarche volontaire, puisque le périmètre est beaucoup plus grand. La monétisation aussi, c'est quelque chose qui n'est pas demandé par la réglementation, mais qui est très importante en interne pour nous, pour prendre des décisions et pour, in fine, être capable de réduire notre empreinte environnementale. D'ailleurs, aujourd'hui, on a cet objectif, qui n'est pas uniquement de mesurer et de faire du reporting, mais bien de réduire notre empreinte environnementale, de moins 40% à horizon 2025. Ça, c'est l'objectif au niveau groupe, pour toutes les maisons du groupe. Et donc, cette plateforme, alors, du coup, si ça fonctionne, je vais partager mon écran, ce sera quand même plus parlant. Alors, tac. Donc voilà, il y a 3 ans, on a fait le choix de diffuser ces informations, ces résultats IPNL à travers une plateforme open source, donc elle est vraiment accessible à tout le monde, elle est publique. Et donc, on va avoir 3 niveaux en fait dans cette plateforme. On va avoir un premier niveau qui permet vraiment de naviguer de manière assez interactive, assez intuitive dans les résultats. Donc, en fait, si on regarde à l'échelle d'une année l'empreinte environnementale du groupe Kering et de ses maisons, on peut voir par quoi ça se traduit. Donc, à la fois en termes d'usage de matière, en termes de procédés industriels, en termes de tir, donc de position dans la supply chain, en termes de business unit, et bien sûr, on a la répartition des impacts en fonction des zones géographiques. On voit aussi comment se traduit l'impact sur nos 6 catégories d'indicateurs, donc sur les émissions atmosphériques, sur les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sur l'usage des sols, la production de déchets, la consommation d'eau et la pollution d'eau. Et puis enfin, ce qui est intéressant pour nous, c'est de suivre finalement qu'est-ce qu'on va voir comme driver. Donc, qu'est-ce qui va driver l'impact environnemental? Est-ce que ça va être au niveau de l'usage des matières? Si oui, sur quel process de production? Quelles vont être les matières les plus impactantes, les procédés les plus impactants, et aussi les zones géographiques les plus impactantes, pour que derrière, on puisse vraiment prendre des décisions à la fois d'usage de matières alternatives qui vont avoir moins d'impact, mais également de choix de sourcing, puisque en fonction de la région de sourcing qu'on va choisir, on va avoir des impacts environnementaux différents. Ça, déjà, c'est le premier niveau d'information. Il y a un autre objectif aussi qui est pédagogique, parce que derrière, il y a un outil qui mouline beaucoup de données, il y a une méthodologie qui est assez complexe, et donc l'enjeu pour nous aussi, c'est de rendre tout ça intelligible, et donc de bien faire comprendre la démarche. Le deuxième niveau, il se situe au niveau des intensités. En fait, pour être en capacité de traduire ces impacts environnementaux, on va utiliser un certain nombre de coefficients pour transformer des kilogrammes de matière en impacts environnementaux. Et ensuite, pour transformer ces impacts environnementaux en valeur monétaire, en euros. Et donc, dans cette page-là, en fait, c'est ce qu'on voit. Donc là, on diffuse vraiment un peu le cœur du réacteur, donc vraiment les différents coefficients qu'on va utiliser pour traduire ces impacts-là. Donc, à la fois, si je suis sur une matière, ce sera plus parlant. Je vais prendre de la laine, par exemple. Voilà, donc sur de la laine conventionnelle, en fait, l'usage d'1 kilogramme de laine, on voit déjà, en fonction du pays de sourcing, qu'on va avoir des impacts en euro IPNL différents. Donc on va avoir des impacts environnementaux différents. Déjà, on peut faire jouer le sourcing. Et puis ce qu'on voit dans cette plateforme-là aussi, c'est l'étape avant monétisation. Donc là, je switch sur la partie eKPI. Il faut que je sélectionne un indicateur puisque les unités sont maintenant différentes. Mais on voit aussi là donc l'usage de mon kilogramme de laine. S'il provient de la Chine, je vais avoir une empreinte carbone supérieure à mon kilogramme de laine qui va provenir d'Australie. Donc ça, c'est intéressant en tant que Kering pour prendre des décisions business et donc réduire son empreinte environnementale. Mais c'est aussi intéressant pour d'autres acteurs du secteur. Et c'est pour ça qu'on a diffusé cette plateforme-là, puisque aujourd'hui, voilà, si j'ai un business qui consiste à utiliser les matières qui sont les mêmes que celles que nous on utilise, derrière je peux récupérer ces jeux de coefficients-là, et donc je peux construire mon IPNL. Donc il y a eu vraiment un enjeu aussi pour Kering, donc de partager sa méthode, de partager ses coefficients, pour finalement inspirer le secteur vers plus de transparence, mais aussi plus de pratiques comme la mesure d'impact, comme de l'IPNL, puisque derrière, on va utiliser les mêmes matières, on va utiliser les mêmes fournisseurs, les mêmes chaînes de valeur, et donc il y a un vrai... voilà, c'est cohérent finalement d'agir tous dans la même direction au sein d'une industrie pour réduire son empreinte environnementale. Et donc ça, c'est matérialisé à travers le dernier niveau, donc qui est le niveau data, où là, c'est pas un graphique,
c'est vraiment l'ensemble de mes données que je peux télécharger, que je peux réutiliser de manière assez simple derrière. Donc voilà, vraiment l'enjeu de transparence à travers le partage de ces données, l'enjeu de pédagogie, puisque on a des graphiques assez simples, ça permet vraiment de voir comment se traduit l'empreinte environnementale liée aux activités de Kering. Et puis le dernier enjeu, c'est vraiment comment je vais inspirer toute la profession en partageant mes données, mes coefficients et en contribuant à cette idée d'open source. J'arrête là le partage. Et puis effectivement, tu parlais, Hugo, de la partie interne. Donc là, j'ai répondu finalement à pas mal d'enjeux externes et donc de réponses à des demandes réglementaires et d'investisseurs, etc. Comme vous pouvez vous en douter, aujourd'hui, cet outil-là, il s'appuie sur énormément de données, donc de données internes de nos sites, de notre outil industriel, beaucoup de nos fournisseurs également, beaucoup de bases de données à travers des analyses de cycle de vie, à travers des études. Et donc, toute cette machinerie en termes de données, elle est lourde à produire, elle est lourde à maintenir. Et donc, effectivement, c'est bien de pouvoir capitaliser dessus et donc de se servir des outils qui existent aujourd'hui pour traduire, expliciter, partager cette donnée, pas seulement pour l'externe, mais aussi pour l'interne. Et d'ailleurs, on est sur un projet de plateforme, donc dans la continuité de ce qu'on fait pour l'externe, mais vraiment pour partager en interne, pour que chaque maison puisse se positionner sur des moyennes groupes et qu'on puisse vraiment avoir cette capacité à récupérer la valeur qu'on a mis dans la collecte de données et dans la fiabilisation de ces données pour que derrière, on puisse vraiment prendre des décisions qui vont amener l'entreprise vers plus de responsabilité sur son impact environnemental. Voilà. Je pense que, Hugo, tu partageras dans le chat les liens. Encore une fois, cette plateforme, elle est disponible, donc n'hésitez pas à la consulter. Et on vient juste de diffuser, il y a très peu de temps, là, les résultats 2020. Donc aujourd'hui, on a 3 ans d'historique, ce qui permet vraiment de suivre l'évolution des impacts liés aux activités du groupe. Merci François-Xavier, très, très intéressant et intéressant de voir surtout comment le fait d'avoir exposé vers l'externe pour l'écosystème et pour le grand public a aussi motivé du coup, je suppose, un certain nombre de demandes et d'intérêts pour l'interne de disposer d'éléments supplémentaires et effectivement et d'outils vraiment très pratiques et utiles de pilotage et d'aide à la décision sur la conduite des changements. Pour finir, juste du coup, assez rapidement, François-Xavier, est-ce que tu as des conseils, des bonnes pratiques à partager pour les entreprises, les organisations qui souhaiteraient adopter une démarche similaire? C'est un bon point. Ouais, peut-être un conseil. En fait, on est toujours, quand on parle de données environnementales ou ESG au sens plus large, on est toujours tiraillé entre un besoin de transparence et une notion de confidentialité en interne. Et c'est vrai qu'en diffusant ce type d'outils, on prend un risque et en fonction des directions avec lesquelles on va échanger, notamment les directions juridiques, ça peut être perçu vraiment comme un risque qui est pris. Donc, je pense qu'il ne faut pas se laisser décourager par ce côté risque, parce que nous, aujourd'hui, après 3 ans d'expérience, on en tire quand même pas mal d'avantages. Et c'est vrai qu'on s'expose parce qu'on expose notre méthodologie, on expose nos coefficients. Et donc, derrière, on peut avoir, et d'ailleurs, on a des commentaires d'experts qui nous disent attendez, votre kilogramme de coton de tel pays, c'est quand même bizarre, tant de CO2, etc. Donc, c'est l'intérêt pour nous aussi, c'est de challenger l'approche. Et donc, à partir du moment où on reçoit ces commentaires-là, c'est vrai qu'on peut remettre un peu en question notre modèle, notre méthodologie, mais dans tous les cas, ça nous permet vraiment d'améliorer, d'affiner le modèle. Donc, je pense qu'on peut trouver l'équilibre entre donner suffisamment d'informations pour répondre à ces enjeux de transparence, tout en préservant quand même des données qui seraient trop sensibles ou trop confidentielles. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment trouver l'équilibre au niveau de la granularité de l'information qu'on va transmettre. Merci, très clair, François-Xavier. Alors, pour finir, on a donc Antoine Giros de chez Bureau Veritas et qui justement, du coup,
l'a évoqué, mais l'importance de la qualité de la donnée, la fiabilité de sa mesure et la façon dont on maîtrise toute cette chaîne d'acquisition et de définition d'indicateurs. Ils ont un métier assez naturel pour Bureau Veritas en qualité de leader mondial de l'audit et de la certification des processus et pour énormément d'acteurs. Vous avez justement eu également développé une approche particulière spécifique sur justement l'accompagnement des entreprises pour la maîtrise de leur performance opérationnelle sur les sujets liés au développement durable. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, merci Hugo et bonjour à tous. Désolé parce que je crois qu'on ne m'entendait pas tout à l'heure et j'espère que vous m'entendez maintenant. Donc pour refaire la présentation, moi je suis en charge de l'innovation et des nouveaux services chez Bureau Veritas. Donc je bâtis des nouvelles offres pour alimenter nos entités opérationnelles avec des nouveaux services. Et comme l'expliquait Hugo, Bureau Veritas, on est un acteur mondial de l'inspection, de la certification des essais en laboratoire. Donc on a des dizaines de milliers d'auditeurs partout dans le monde qui sont dans des usines, dans des bureaux, dans des sites de production pour aller inspecter des produits, des assets, pour aller auditer des systèmes, des process, etc. Et donc, on a lancé une offre avec le support de la technologie Open Data Soft qui s'appelle Clarity et qui consiste à assurer la mesure et le suivi des engagements RSE de nos clients. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Ça fait de nombreuses années qu'on fait des audits qualifiés de RSE au sens large, des audits sociaux, des audits environnementaux dans la supply chain de nos clients. Pourquoi on a fait ça? Parce que depuis quelques années, on a constaté une accélération considérable des entreprises dans la mise en place de leur stratégie de développement durable. On a beaucoup parlé du réglementaire jusqu'à présent, qui est un driver important, mais on a constaté que ce n'était plus l'unique driver. Maintenant, le développement durable est vu par nos clients comme un vrai levier de différenciation, comme un vrai levier de création de valeur. Les entreprises prennent des engagements qui sont de plus en plus personnalisés, propres à leur activité, propres à leur stratégie. Et donc, il y a un vrai besoin pour nos clients d'apporter de la confiance dans ces engagements qui sont pris. Raconter une histoire dans le rapport extra-financier ne suffit pas. Nos clients ont besoin d'avoir une information qui est crédible, qui est vérifiée pour donner de la confiance à l'ensemble des parties prenantes sur les différents engagements qui sont pris. Donc ça, c'est la raison, Hugo, pour laquelle on a lancé et développé cette solution Clarity. D'accord. Merci Antoine, très, très clair. Et donc, on comprend bien. Est-ce que vous avez la possibilité de nous partager et nous présenter un peu plus concrètement, du coup, à quoi ça ressemble? Oui, bien sûr. Bien sûr. Peut-être avant de vous montrer à quoi ça ressemble, vous dire de manière un peu plus précise à quels enjeux cette solution vient répondre. Nos clients, comme je vous le disais, qui prennent des engagements de plus en plus précis et personnalisés sur le sujet de la RSE et du développement durable, ils ont en fait deux enjeux clés. Le premier, c'est d'être crédible dans ces engagements qui sont pris. Et ce besoin de crédibilité est d'autant plus fort qu'aujourd'hui, les clients, les candidats, les salariés, les analystes financiers jettent un regard avisé sur ce qui est dit dans le rapport développement durable. Et donc, ce besoin de crédibilité est très fort. Et deuxièmement, il y a un besoin pour l'entreprise de démontrer qu'elle s'améliore sur ses engagements. Et donc, l'information qui est récupérée par le client doit être actionnable pour pouvoir mettre en place des plans d'action correctifs et initier le changement pour aller dans le sens de ses engagements. Donc, c'est très important pour le client d'avoir une solution qui lui permette de prendre des mesures correctives et d'assurer que sa stratégie RSE va dans le bon sens et d'être crédible vis-à-vis de ses parties prenantes. Et donc, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à notre métier Bureau Veritas? Ça veut dire que le client a besoin d'avoir des données et des indicateurs qui sont fiables, crédibles et vérifiés. Et c'est là où Bureau Veritas peut les aider en allant sur le terrain. Nos clients nous disent, quand je parle
de pratiques sociales, quand je parle d'efficacité énergétique, quand je parle de bien-être animal en fonction des marchés, des secteurs, des industries dans lesquels on se positionne, j'ai besoin que l'information que je récupère en centrale pour piloter ma stratégie RSE soit crédible. Et donc, cette force terrain, c'est celle que Bureau Veritas peut apporter. Et à côté de ça, nos clients nous disent, j'ai besoin de visualiser ces données dans un outil digital qui soit facile d'utilisation, qui puisse être utilisé à différents niveaux dans mon organisation. Et c'est là où la plateforme Open Data Soft qui est utilisée a une flexibilité qui nous correspondait très bien et surtout qui correspondait vraiment aux besoins de nos clients. Donc peut-être pour être un peu plus précis, je vais vous montrer une démonstration rapide, mais un exemple par exemple de sujet sur lequel la solution qu'on a développée s'articule bien. Nos clients, par exemple de l'alimentaire, prennent un certain nombre d'engagements au développement durable. L'un d'entre eux qui revient le plus souvent, c'est le bien-être animal. Nos clients nous disent, j'ai besoin de m'assurer que ma supply chain évolue favorablement par rapport à la bientraitance que l'on fait sur les animaux qui sont derrière transformés et vendus. Et donc, il y a un besoin à la fois d'évaluation terrain des pratiques en place chez les fournisseurs de nos clients et ensuite de remonter toutes ces informations dans un tableau de bord qui est actionnable pour le client, pour que le client sache très bien quelles sont les exploitations où il y a des plans d'action à mettre en place relatifs au bien-être animal, quelles sont les exploitations où on sait que les animaux sont bien traités, etc., etc. Donc, ce que je vous propose tout de suite, c'est de partager mon écran pour vous montrer ce que ça donne très concrètement. Et vous devriez voir mon écran. Vous confirmez? Oui. Voilà. Donc là, vous avez un petit cas de démonstration qu'on a monté. Donc, Flixer ici est le nom de l'entreprise qu'on a inventé pour cette petite démonstration. Et ça, c'est la solution telle qu'on la déploie chez nos clients de façon à piloter la stratégie RSE. Donc, elle repose sur quoi cette solution? Vous voyez sur la carte ici, toutes les entités, que ce soit des fournisseurs ou des sites internes, qui ont été audités par Bureau Veritas. Donc, vous voyez en Inde, vous avez 2 sites qui ont été audités, que vous voyez positionnés sur la carte ici. Et vous avez donc la possibilité à la fois d'aller à un niveau très, très micro-terrain et détaillé, en cliquant par exemple sur un site. Vous voyez, là, j'ai cliqué sur un site qui apparaît ici, c'est le site Kerjival, chez qui nous avons fait une évaluation santé-sécurité, une évaluation environnementale, une évaluation sociale, une évaluation éthique des affaires. Tout ça, évidemment, selon la stratégie RSE du client final. Donc, si vous cliquez là, vous avez accès à l'ensemble des rapports d'audit de nos auditeurs. Et ce qui est intéressant, c'est que l'information vient aussi s'agréger dans des indicateurs consolidés, soit par objectif de développement durable de l'ONU, soit par pilier stratégique de l'entreprise, de notre client. En l'occurrence, ici, il y a 4 piliers stratégiques chez notre client Flixer qui sont là. Et puis après, vous pouvez décider d'aller un peu plus loin, de cliquer sur le pilier environnemental, par exemple. Vous avez une note qui se calcule. Vous avez vos 2 indicateurs de performance qui figurent en bas. Vous voyez que vous en avez 0 qui sont atteints jusqu'à présent. Et puis, si je défiltre ici, vous avez des notes qui s'agrègent, qui se mettent à jour en fonction des sélections que l'on fait, etc. Donc, la vraie force de cet outil, c'est que vous avez à la fois des informations très actionnables pour des directeurs opérationnels, directeurs qualité, directeurs compliance qui peuvent aller travailler à mettre en place des plans d'action avec un fournisseur en particulier. Et puis, si vous êtes situé à une fonction plus macro, alors vous avez des informations agrégées comme ici sur le pilier environnemental. Vous avez la note de maturité de l'entreprise. Vous voyez comment elle se répartit en fonction des sujets sur les déchets, la gestion de l'eau, les émissions, la biodiversité, etc. Vous avez là la liste des points d'alerte qui ressortent de nos évaluations et la possibilité de faire figurer un certain nombre d'indicateurs clés. Donc, je ne vais pas plus dans le détail, mais en tout cas, l'idée, je crois, pour nos clients qui est importante, c'est de pouvoir avoir une solution digitale qui permette de rendre plus visible et plus actionnable des données de terrain qui sont aujourd'hui vraiment nécessaires pour rendre crédibles les engagements RSE d'une entreprise.
Merci beaucoup Antoine, très clair. Merci pour ce partage. Avant de passer à la session questions-réponses globale, est-ce que il y a des questions spécifiquement sur l'intervention d'Antoine? Pas encore. N'hésitez pas à partager vos questions sur le chat. En attendant, moi j'en ai une, peut-être à destination de Sylvain. Vous suivez de façon extrêmement fine et active l'ensemble des évolutions. On a parlé du cadre réglementaire et l'ensemble de la façon dont les entreprises sont sollicitées par différentes parties prenantes externes sur justement pour rendre compte de leur action en la matière. Cette notion d'accessibilité de l'information et d'accès et de consommation de la donnée, comment vos clients, comment vous voyez comment les entreprises que vous suivez, ils font face, pardon. Si je comprends bien la question, c'est sur l'impact lié au stockage ou à la gestion des données, c'est ça? Si je comprends bien, ou c'est plutôt lié à la notion de présentation et de publication des rapports. Eh bien, on est au moment de réflexion sur ces questions. En fait, je pense que les entreprises ont, alors, comme toujours, il y en a qui sont en pointe, il y en a qui suivent et il y en a qui sont au milieu. Par exemple, ici, Kering fait partie des entreprises en pointe. On voit tout ce qui a été fait, notamment sur le PNL, mais qui est qu'un des exemples de tout ce qui est fait chez Kering. Mais aujourd'hui, en fait, je pense que la conscience de l'importance de la donnée ESG, elle a énormément progressé. Je l'évoquais tout à l'heure en disant, on voit la montée des fonctions finance dessus, qui est vraiment considérable. Et donc, ça veut dire qu'il y a un champ de travail pour elle aujourd'hui, tant en termes d'organisation interne, ça va sur les équipes qui suivent, ça va sur les contrôles internes, mais aussi d'équipements en termes de solutions digitales et technologiques pour mieux gérer ces données, les avoir de façon plus, comme je disais tout à l'heure, plus rapide, plus souple, plus accessible. Mais c'est bien deux dimensions. C'est bien la dimension organisation interne et outils. On peut avoir les meilleurs outils du monde si en interne la donnée est complexe à accéder, qu'on n'a pas les équipes pour à la base sortir les données, pour les faire remonter. Et de la même façon, aujourd'hui, on a des solutions de pilotage et de reporting qui étaient essentiellement construites, je dis pour l'essentiel, parce qu'il y a des outils de suivi de production, etc., mais pour faire un reporting qui était annuel, puisque dans le cadre réglementaire, on produit un reporting annuel. Demain, il faut s'attendre à pouvoir avoir des outils et leur miroir en face des organisations internes sur ces questions qui sont en capacité de sortir ça avec le même niveau que les données financières. Donc, on va dire, il y a une révolution de la data. La data dans le domaine de la RSE va être un enjeu extrêmement important, tant du côté des gens qui ont des solutions technologiques que du côté des entreprises pour s'organiser, à les gérer, à les produire. Hugo, si je peux peut-être compléter ce que m'ont dit beaucoup de directeurs financiers et la vision, je pense, c'est que à terme, il faut qu'on ait pour la RSE, comme on a le compte de résultats, si vous voulez, pour analyser la performance financière d'une entreprise. Il faut que les données se structurent et se standardisent pour avoir une sorte de compte de résultats du développement durable ou de la RSE pour pouvoir analyser la performance et l'évolution de la performance RSE d'une entreprise de manière relativement standardisée et structurée dans le temps. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne vois pas dans le chat, pardon. Alors, hop. Alors, très clair. Je regarde pour les questions. Alors oui, effectivement, deux questions qui ont été posées sur la notion de sobriété. Comment faire avec l'explosion des données générées et stockées? Grande question. Est-ce que quelqu'un veut prendre le point? Moi, ce que je peux dire en tous les cas, c'est que c'est pas le sujet de la RSE qui va générer une explosion de l'impact environnemental du stockage des données numériques.
Le stockage, c'est plutôt le stockage, enfin, la donnée en elle-même, techniquement, elle a un impact faible. Ce qui est lourd, ça va être l'image, la vidéo, le son, enfin, ce que l'on sait. Et ce qui consomme le plus, ça va être tout ce qui est, on le sait, le streaming. De toutes les manières, la consommation, enfin, l'impact environnemental du web, c'est à peu près un quart le porno, globalement, au niveau mondial. Donc, c'est plutôt de la vidéo. Mais c'est quand même, voilà. Un quart, c'est les grandes plateformes type Netflix, Amazon Vidéo, etc. Un autre quart, ça va être YouTube. Et puis le dernier quart, c'est le reste. Donc, l'explosion de la donnée, bien sûr, a des conséquences, le stockage des données. Mais là, on parle de données, on va dire, similaires aux données financières, même si... donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir des conséquences de la montée en puissance du besoin de données ESG sur l'impact du numérique. Voilà. C'était ça la question. Ouais, je crois que c'était ça, tout à fait. Merci beaucoup, Sylvain. Alors, il y a une autre question. Effectivement, les réglementations environnementales existantes ont-elles d'ores et déjà un réel impact financier pour les entreprises concernées? Peut-être François-Xavier, comment vous voyez cette question chez Karim? Là, je pense qu'il y a deux sujets. Hein. Il y a la partie flux financier, et c'est ce que décrivait un petit peu Sylvain. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un arsenal législatif, surtout au niveau européen, qui va viser à mieux diriger les flux financiers vers des entreprises, vers des activités plus green, on va dire. Donc là, c'est plutôt positif pour les entreprises qui sont dans ces secteurs-là, ce qui n'est pas forcément notre cas. En revanche, pour répondre à cette réglementation-là, on va avoir aussi des sujets de taxonomie, donc comment on définit finalement ces activités-là. Et ça, c'est un vrai impact pour le coup pour les entreprises, puisqu'on va devoir consolider les données financières avec ces nouvelles obligations. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc là, il y a un vrai enjeu comptable, donc d'organisation des équipes, d'outils, pour être capable de sortir ces données-là. Donc effectivement, il y a un enjeu aussi financier en interne, en termes de coûts, d'organisation, etc. François-Xavier, si je peux compléter par un élément assez intéressant, c'est si vous écoutez les conférences téléphoniques qui sont faites par les entreprises cotées avec leurs analyses financières, vous voyez le rapport entre les questions financières et les questions non financières qui évolue de manière très rapide. On a de plus en plus de questions extra-financières qui sont posées par les analystes financiers auprès du management des entreprises cotées. Donc, on voit bien que même au-delà des réglementations, sur la pure stratégie RSE d'un groupe, on voit bien qu'aujourd'hui, les directions financières des grands groupes sont pleinement engagées à démontrer la performance extra-financière de leur entreprise. Donc, on va, je pense, dans un monde où le financier et l'extra-financier ne seront plus deux mondes complètement séparés et parallèles, mais vont plutôt avoir des enjeux qui s'entrecroisent. Oui, tout à fait. Et c'est plutôt positif parce qu'aujourd'hui, le sujet de développement durable, c'est quelque chose qui est de plus en plus au cœur du business. On fait plus la distinction entre quelque chose un peu à côté qui serait pour redorer un blason si besoin, mais on est vraiment au cœur des décisions qui sont prises et de la stratégie. Et c'est vrai que aujourd'hui, l'enjeu climat, pour moi, c'est quand même le meilleur exemple, aussi bien côté investisseur que côté entreprise. Il y a une vraie maturité là-dessus, aussi bien sur les objectifs qu'on va se fixer à atteindre pour répondre aux enjeux globaux du changement climatique, et aussi sur ce côté financier. Donc, comment le climat va affecter nos approvisionnements, la qualité des matières qu'on utilise, le transport, la logistique. Donc tout ça, c'est vraiment un impact financier qu'on va de plus en plus mesurer et donc porter ça au comité des risques au sein des entreprises. Et puis, heureusement, il y a aussi un côté opportunité. Voilà, comment on va être capable de répondre à ces nouvelles attentes des consommateurs, à gagner des parts de marché avec des produits qui répondent justement à ces nouveaux enjeux. Très bien, très clair. Alors, on va prendre une dernière question. Mesurez-vous les données dynamiques, donc à contrario de statiques que les entreprises mesurent déjà, ou en êtes-vous sur le scope 3 qui est volontaire mais qui pourrait devenir réglementaire dans moins de 10 ans? Antoine, François-Xavier. Je peux commencer si vous voulez. Sur ce sujet de la mesure des émissions, je pense que
il y a en fait 3 sujets à prendre les uns à la suite des autres. Le premier, c'est un sujet plus méthodologique. Comment est-ce qu'on calcule les émissions? Et les approches sont évidemment différentes d'un secteur d'activité à un autre. Et donc, il est important de se poser cette question-là et d'être sûr de la méthodologie de calcul, puisqu'elle est évidemment très impactante sur ce qu'on calcule. Le deuxième point, c'est la question qui est posée, c'est sur la fréquence de récupération des données. Les systèmes informatiques, et Hugo, je te laisserai compléter, mais et Open Data Soft est un bon exemple, s'adapte complètement et peut se connecter par API à différents modèles. La fréquence, plus on la rend dynamique, mieux c'est, mais il faut que ça vienne après la définition de la méthodologie de calcul. Donc, c'est la méthodologie, la fréquence de remontée d'informations. Et troisième point, c'est jusqu'où on remonte dans la supply chain, scope 1, scope 2, scope 3. Là, à nouveau, évidemment, on a des entreprises avec qui on est déjà en train de mesurer le scope 3, mais ça dépend du niveau de maturité. Et je rejoins ce que disait Sylvain tout à l'heure. Vous avez des entreprises qui sont très en avance, qui sont déjà en train d'adresser le scope 3 de manière assez sérieuse, et vous en avez d'autres qui commencent à adresser de manière un petit peu standardisée et sérieuse le scope 1. Donc, on fait le 1, le 2, le 3 en fonction des clients. En tout cas, c'est toujours une approche graduelle qu'il faut avoir. François-Xavier, peut-être sur ce point? Oui, peut-être juste pour illustrer, effectivement, donc sur la partie scope, c'est l'outil que je décrivais, donc le compte de résultat environnemental ou IPNL pour utiliser l'acronyme anglais, c'est clairement du scope 3, puisqu'on va vraiment mesurer l'empreinte environnementale, pas seulement de nos activités, de ce qu'on possède d'un point de vue juridique, mais vraiment tout l'amont, toute la supply chain et tout l'aval. Et ça, c'est important parce que quand on regarde le résultat, on se rend compte que finalement, plus de 85% des impacts environnementaux sont liés à ce qui se passe avant et après nos opérations à nous. Donc, et en particulier sur ce qui se passe avant. Donc, il y a un vrai enjeu d'être capable de mesurer cet impact-là et donc de prendre les décisions qui s'imposent derrière pour essayer de réduire. Après, sur le côté dynamique, alors effectivement, les outils qu'on a aujourd'hui, ça permet de collecter, donc mettre à jour les données extrêmement rapidement. Maintenant, il y a un vrai point sur la collecte. La donnée environnementale, c'est quelque chose qui est assez lourd à collecter, qui est assez coûteux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va interroger des données fournisseurs, on va interroger des bases de données, et donc il y a une fréquence de mise à jour qui n'est pas optimale. C'est vrai que quand on regarde base de données ACV, on a des études qui datent de 5 ans, voire plus, qu'on utilise toujours aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a ce point-là. Et après, donc nous, on essaye, à chaque année où on refait l'IPNL, on essaye de réinterroger donc à la fois nous en interne, notre approche, nos estimations, est-ce qu'on peut améliorer tout ça. Évidemment, nos données, nos propres données donc, qui sont mises à jour tous les ans, ainsi que les données de nos fournisseurs. Et puis, dans tout ce qui va être base de données, on va essayer de voir aussi est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle étude qui serait plus pertinente à utiliser. Et donc ça pose le problème de la comparabilité. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, mon IPNL, le scope peut changer, la méthode peut changer, les coefficients de monétisation que j'utilise peuvent changer, puisque malheureusement aujourd'hui, le changement climatique, c'est pas quelque chose qui est en train de se réduire, c'est plutôt en train de s'accélérer. Et donc mon coefficient de monétisation à la tonne de carbone, le coût aujourd'hui est bien supérieur que le coût que j'utilisais il y a 3 ans. Donc tout ça entraîne pas mal de variabilité, et donc il y a des vrais enjeux aussi comptables, d'être capable de traduire ces changements de périmètre et de méthodologie à un périmètre constant, vraiment de faire du pro forma pour que on puisse avoir des données comparables, hein, puisque comme le disait Antoine, l'objectif aussi en tant qu'entreprise, c'est de comparer et de voir si on évolue plutôt dans la bonne direction ou pas. Et donc c'est pour ça que tous les ans, on est aussi dans cette dynamique de recalcul des années précédentes à méthodologie constante, donc en utilisant la même approche, les mêmes études, et aussi les mêmes coefficients de monétisation pour qu'on ait vraiment quelque chose de comparable entre la donnée 2015, qui est vraiment notre baseline, et la donnée 2020, et voir finalement comment ça évolue par rapport à ça. Sur ce sujet, justement, pour rester dans de référentiel un petit peu qui structure un peu vos méthodologies, on va prendre la question, est-ce que vous vous basez sur des bases de données, les bases de l'ADEME ou d'autres acteurs en open source pour vos calculs?
Oui, alors il n'y a pas forcément beaucoup de bases open source. Alors, nous, ce qu'on essaye vraiment, c'est de mettre le plus possible de données primaires qui sont sous notre contrôle, puisque finalement, ce qu'on veut, on veut agir sur nous, notre chaîne d'approvisionnement, notre business. Et donc, du coup, une base de données qui donnerait la moyenne de l'impact de la culture du coton en Inde, alors que je source mon coton des US, ça va pas m'apporter grand-chose. Donc voilà, on essaye vraiment d'être spécifique par rapport à nos activités. Donc, beaucoup de données fournisseurs, beaucoup de données internes, effectivement. Maintenant, quand il faut remonter aux activités agricoles, c'est pas vraiment notre domaine. Donc là, on va aller interroger effectivement des bases, alors des bases de l'ADEME pour les facteurs d'émission, beaucoup de bases type EcoInvent qui vont collecter justement des analyses de cycle de vie qu'on va pouvoir extraire et qu'on va pouvoir adapter à notre business. Donc oui, la réponse est oui, on utilise beaucoup de bases de données en plus des données primaires. D'accord. C'était la dernière question. Merci beaucoup. Avant de vous quitter, je tenais à remercier déjà en premier lieu nos 3 intervenants pour leur témoignage et la qualité de leur intervention. Merci à tous d'avoir assisté à cette session. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information associée du coup aux différents sujets qu'on a pu aborder aujourd'hui. Et en ce qui concerne le replay, il sera disponible cet après-midi ou demain. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.